On va accueillir sans transition aucune, si vous le souhaitez, eh bien, en tout cas, même si vous le souhaitez, parce que moi je le souhaite, Pascal Fechner qui est avec nous. Salut Pascal. Salut Bob, salut Jocelyn, salut à tous. Bonne année mon Pascal, du Maybe Planet bien sûr, c'est une année que je te souhaite magnifique, avec plein de bonnes choses, et surtout l'occasion, puisque tu es avec nous ce soir, de peut-être de revenir sur une je sais pas si tu as vu la photo et si tu as entendu le témoignage de cet abonné tout à l'heure qui nous a montré, c'était en décembre de l'année dernière dans un quartier de Marseille, ces trois boules qui sont restées assez stationnaires et assez longtemps, et ce qui l'a étonné, c'est c'était à 1 kilomètre à peu près de chez lui, dans le quartier d'en face, et surtout ce qui l'a étonné, c'est que le lendemain, visiblement, il n'y avait pas de grue. Il a pensé à une grue au départ, et effectivement, ça paraît être les lumières d'une grue, mais visiblement, il n'y avait rien. Est-ce qu'en décembre dernier, tu as eu un témoignage comme ça ou pas ? Non, pas du tout. Ça, mec, ce qui m'intéresserait plus dans ce cas de figure, c'est d'avoir la vidéo, parce que sur la photo, ça peut tout à fait être des flares de lampadaire au sol. Ouais. Bon, maintenant, la personne dit qu'il a vu ce phénomène pendant 1h30 et qu'il a vu de ses yeux, donc c'est manifestement, selon ses dires, pas un flair. Donc c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir la vidéo pour voir comment comment sont stationnées ces boules, en fait. Voilà, la photo, à mon sens, n'est pas suffisante là pour pouvoir travailler. Bon, je t'enverrai la vidéo, comme ça tu pourras la regarder, la disséquer, comme ça on pourra en savoir peut-être un peu plus. Alors on va évoquer tout de suite dans cette actu assez riche, OVNI. Oui. Eh bien, justement, un OVNI, celui-ci. Regarde ça c'est toi qui m'as envoyé. Alors c'est une vidéo, une vidéo au départ. Pour des questions de droit, on ne peut pas passer la vidéo, mais tu as quelque chose à nous dire là-dessus. Ouais, alors ça c'est une vidéo c'est un cas d'école pour moi, parce qu'en fait c'est un jeune pilote de drone qui va le 17 décembre dans le ciel de Californie, de Porterville plus précisément. Il vient d'acheter son drone la veille et il va tester son drone, et il va tomber sur cet objet qui va filmer. Alors c'est vrai que je propose aux amis auditeurs d'aller chercher la vidéo. On essaiera de mettre le lien d'une façon ou d'une autre. Mais cette vidéo, c'est vraiment une vidéo d'école, parce qu'on voit tout à fait ce qu'on appelle l'effet parallaxe. C'est-à-dire qu'en regardant cette vidéo, on a l'impression que l'objet se déplace, monte, descend, va sur les côtés. Mais en fait, cette vidéo a été analysée. Et bien, ce sont les mouvements du drone et de la caméra du drone qui donnent cette impression de mouvement, alors que l'objet, qui est un ballon en fait au final, puisqu'il a pu être clairement identifié, évolue très peu par rapport à l'impression qu'il donne à l'image. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant de montrer que parfois, on pense que l'objet bouge, mais en fait, il ne bouge pas. Et l'esprit peut nous jouer des tours. C'est très important d'être rationnel dans cet univers qui l'est pas, parce qu'en fait, pour être branché paranormal, il faut sortir un peu de la boîte, mais quoi qu'il en soit, il faut quand même avoir les pieds sur terre. Très important, un nouveau doc de Brian Dunning. Tu voulais en parler. Ouais, Brian Dunning, alors bon, qui est catalogué sceptique scientifique, on va être clair. Je te confirme, je te confirme. Ah voilà, on va pas s'en cacher, mais qui a fait ce documentaire. On peut vraiment parler de documentaire parce que c'est d'excellente qualité à tous les niveaux, au niveau de l'image, au niveau du son, au niveau des intervenants qui sont dans ce documentaire, avec des astronomes. Voilà, il y a des conjectures qui sont apportées, puis il y a certains cas emblématiques. Je pense précisément à Maelstrom, qui est peut-être expliqué dans ce documentaire. Maelstrom avec Robert Sallah, avec les 10 missiles Minuteman qui avaient été désactivés. Voilà, donc je pense que c'est un documentaire à regarder avec l'esprit ouvert, sur le coup. Oui, ok, c'est catalogué sceptique, mais encore une fois, je crois qu'il faut écouter tout le monde. Autre réalisateur qui parle cette fois-ci, c'est Steven Greenstreet, exactement. C'est ça ? Ouais. Un autre ami des pros Disclosure, bien entendu, Steven Greenstreet, qui depuis quelques années fait un vrai travail sur la ATIP, sur la SWAP, sur le Skinwalker Ranch, parce qu'il est allé sur place. Il a discuté avec Fugal, le propriétaire actuel. Alors, il avait fait déjà pas mal de vidéos à charge, on va être très clair. Et là, il a décidé de les regrouper en une seule vidéo. Alors, c'est une vidéo assez lourde qui fait plus de 3 heures. Je crois qu'elle fait 3h50, mais qui reprend vraiment l'ensemble de ses recherches. Et encore une fois, j'ai envie de dire, regardez cette vidéo, écoutez ce que dit Greenstreet.
bien sûr que ça casse un peu le mythe et bien sûr que ça désillusionne un petit peu, mais je pense qu'il apporte des arguments qui sont quand même intéressants et qu'on ne peut pas écarter d'un revers de la main en disant il y croit pas, c'est un débunker, donc on doit même pas l'écouter. Je crois pas que ça doit se passer comme ça. Le 28 décembre dernier, si je ne m'abuse, nous avions posté sur BTLV l'annonce d'un documentaire et tu voulais revenir un documentaire sur Bob Lazar. Ouais, alors ça se précise, hein, c'est le projet Gravitor. Alors c'est une équipe qui épaule Bob Lazar et qui, à partir de ses souvenirs, donc on parle quand même de la fin des années 80, eh bien va reconstituer l'endroit de la zone 51 où Bob Lazar aurait travaillé. Alors on voit quelques images. C'est très très précis. Moi, j'admire parce que j'ai parfois du mal à me rappeler ce que j'ai mangé la veille. Bon, Bob Lazar, lui, se rappelle au détail près, plus de 30 ans après, les détails de l'endroit où il a travaillé sur apparemment des soucoupes volantes. Donc voilà, ça va être une espèce de 3D. On avait passé une bande-annonce où on voyait Bob Lazar dans une DeLorean. Donc voilà, c'est ce documentaire-là. Bon, maintenant, est-ce qu'il aura une valeur informationnelle? Ça reste à voir, bien entendu. La bande-annonce, elle est visible sur btlv.fr avec l'article du 28 décembre. On l'a mise, la bande-annonce, parce que, encore une fois, ce qui est assez fou, c'est les moyens qui sont déployés pour en filmer. Les documentaires sont très très beaux, hein, donc voilà. Et c'est toujours intéressant de les regarder, quoi qu'il en soit. On continue dans cette revue de presse avec un monsieur qui a fait beaucoup parler lorsqu'il était Premier ministre, c'est Boris Johnson. Ouais, Boris Johnson, hein, le génie fou politique des Anglais, hein, donc et qui a fait un papier pour le Daily Mail. Alors un papier que je trouve assez amusant. C'est vraiment le style d'humour anglais. Et en fait, il parle des questions qu'on lui a le plus posées lorsqu'il était Premier ministre ou de son passage de Premier ministre à propos de la reine, à propos de son chat et de son chien, parce qu'apparemment ça c'était une série là-bas, le chien et le chat de Boris Johnson s'entendaient pas très bien. Et puis on lui demande souvent s'il a eu la preuve que les extraterrestres existent. Alors un petit passage, il répond. Et donc autant vous dire maintenant, vous fidèle ufologue qui êtes arrivé jusqu'ici dans cet article, qu'il n'existe aucune preuve, quelle qu'elle soit, dont dispose le gouvernement britannique pour suggérer que des formes de vie extraterrestres aient jamais existé. Cela ne veut évidemment pas dire qu'il n'existe pas. Donc je trouve ça très british comme réponse. Oui, mais en même temps, tu sais que c'est un peu ce que disent tous les gouvernements, c'est-à-dire qu'aucun gouvernement dit ça n'existe pas, ça n'existe pas, mais on sait pas que ça existe. Enfin, on sait pas que ça existe, mais on peut pas dire que ça n'existe pas. Et c'est toute l'ambiguïté de ce sujet. Aucun gouvernement au monde dit les extraterrestres n'existent pas. Ça n'existe. Enfin, ce sera... mais parce qu'ils n'ont pas plus la preuve qu'il n'existe pas qu'il n'existe. Mais oui, là c'est ça. Et en fait, on a et toi et moi, on fait qu'en parler de ces sujets, mais on n'a aucune certitude qu'ils existent, mais on n'a aucune certitude qu'ils n'existent pas. C'est ça notre ministre à la réponse à Agora était un peu plus affirmatif en disant on s'est tout expliqué quand même. Hein. Oui, mais alors il n'avait pas l'air de se poser. C'est marrant parce que je posterai demain un article sur justement la nouvelle. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Je t'ai évoqué la réunion de mardi prochain à la Chambre où des membres vont être encore confrontés à des dossiers classifiés. Et je disais à la fin, et j'ai écrit à la fin de l'article que bien sûr côté français, jamais un politique ne s'est heurté. En tout cas, c'est à donner des informations sur les ovnis. C'est toujours un peu avec un peu de trucs. Les Américains, en tout cas, ils en parlent. Alors en bien ou en mal, en tout cas, ils en parlent. Et il y a surtout la presse qui en parle. Un nouvel article sur le New York Times. Oui, alors, c'est un article d'opinion, hein, mais bon, c'est quand même le New York Times. C'est Rose Doutat. Je vous lis rapidement un passage qui, pour moi, résume bien son papier. Nous avons un groupe important de législateurs qui expriment un vif intérêt et une grande frustration face à l'obstruction. Nous disposons d'un réseau de médias adjacents au grand public qui sont fascinés par l'histoire et d'organes de l'establishment au moins ouvert à la conversation, c'est ce qu'on disait. En d'autres termes, il n'y a pas de meilleur moment pour quiconque dispose de preuves documentaires pour être un héros de la divulgation et de la démocratie. Si vous avez les atouts et que vous voulez que le public en sache davantage, alors c'est le moment de dévoiler vos secrets. Et je pense que c'est un papier qui s'adresse directement à David Grush, qui apparemment va nous délivrer des éléments au mois de janvier, puisqu'il aurait eu une autorisation supplémentaire pour donner ce qu'il sait de première main. Bon, alors c'est étonnant puisque toute l'année dernière il nous disait qu'il n'avait rien de première main. Maintenant il a des éléments de première main. Peut-être que l'année dernière, on l'a même pas autorisé à dire qu'il avait des trucs de première main. Donc c'est là en janvier, c'est ça? Ça sort en janvier, c'est ça?
C'est ce qu'il avait annoncé. Bon, bah écoute, en tout cas, on sera présent et tu nous Wait relateras, and bien see. sûr. Exactement. Autre information, une question que tu poses dans cette revue de presse, c'est une soucoupe volante s'est-elle écrasée en 1933 en Italie? Bah oui, parce que David Grosch avait remis, ou même mis ce cas présumé de crash italien en 1933 à la lumière du jour dans son intervention à News Nation en juin 2023. Alors, on sait que c'est Roberto Pinotti, l'ufologue italien Roberto Pinotti qui avait sorti ce cas. Moi, je voulais un petit peu le son de cloche d'ufologue italien et Eduardo Russo, qui est un ufologue italien de longue date et qui est reconnu internationalement pour son sérieux et sa rigueur. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Eh bien, nous a fait la gentillesse de nous expliquer son point de vue sur l'OVNI de Magenta. Bon, autant dire que ça tâche, mais bon, voilà, c'est le sien. Il nous a retracé la chronologie du cas de Magenta. Je trouve ça plutôt instructif, voire même édifiant. Et je continue à dire que cet OVNI de Magenta ne sent pas très très bon quand même. Bon, on va terminer cette revue de presse par un article que nous avons posté il y a quelque temps, c'était le 14 décembre, mais on y revient parce que ça paraît fou, Pascal. Le SETI a discuté avec une baleine. Et effectivement, ça paraît dingue comme ça, mais effectivement, et tout cela pour éventuellement parler aux extraterrestres, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça l'idée en fait. Alors c'est une équipe particulière du SETI, c'est le WALL SETI, WALL étant baleine, qui a envoyé en fait via un haut-parleur sous-marin, qui a envoyé des ondes en fait, et il s'avère qu'une baleine à bosse qui est nommée Twain s'est approchée, a fait le tour du bateau et puis aurait répondu dans un style conversationnel au signal de salutation de la baleine. Au-delà de l'anecdote qui est quand même intéressante, c'est de se dire bah oui, c'est bien de chercher la vie extraterrestre ailleurs, mais si on la trouve ou si elle nous trouve, qu'est-ce qu'on se dit et comment on parle? Donc si on n'arrive déjà pas à discuter avec les êtres vivants qui nous entourent sur notre planète, ça risque d'être difficile avec une vie extraterrestre. Donc voilà, je trouve ça bien que le SETI essaie de trouver des solutions pour discuter. On sait par exemple que les dauphins sont des animaux extrêmement intelligents et qu'on pourrait peut-être, si on mettait les moyens, arriver à communiquer. Bon, après, on se sentirait peut-être moins maître quand même, parce que si les dauphins disaient vous déconnez avec vos plastiques, vos conneries, faut arrêter. Bon, c'est sûr que ça limiterait peut-être nos champs d'action, mais ce serait peut-être pas plus mal. Mais on se souvient du bouquin Les fourmis de Bernard Werber, dans lequel le scientifique arrive à communiquer. C'était de la fiction. Et alors attends, mais tu sais pas, tu dis pas, et là je suis pas d'accord avec toi, parce que j'ai reçu ici une spécialiste, Chloé Bertelsmann, qui travaille en Suisse et qui est une scientifique qui travaille sur les fourmis. Est-ce que vous saviez que les gens, parce que je lui ai demandé pourquoi on étudie les fourmis, elle m'a dit déjà, qui vous finance? Les entreprises de transport, pour savoir comment elles gèrent le transport. Les fourmis sont absolument incroyablement organisées, et surtout, elles arrivent à communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils envoient des informations, des phéromones en fond. Bien sûr, c'est des phéromones. On fait faire des choses au soin. Donc, c'est pas inintéressant de se dire que finalement, on peut peut-être parler un jour aux animaux. Mais il y a eu des expériences avec les chimpanzés. Il y a eu des expériences avec les dauphins. Déjà, on a déjà échangé avec des dauphins. Des messages très simples, mais on y est arrivé. Et puis certainement d'autres animaux. Donc, ils ont raison peut-être. Les abeilles, je crois, il y a eu des choses avec les abeilles. Ils ont peut-être raison, finalement, le SETI, de vouloir parler avec les baleines pour peut-être un jour communiquer avec des entités qui viendraient d'ailleurs. Merci, mon Pascal, pour cette revue de presse. On te souhaite une belle année 2024 avec le Maybe Planet. On t'embrasse très fort. On se retrouve lors de la prochaine Libre Antenne pour une nouvelle revue de presse. Vous avez vu, l'actualité est toujours très, très riche.